Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Danick Julien et voici votre revue de l'actualité 2023 de la région de Portneuf, présentée par CJSR. Alors, on commence avec le mois de janvier 2023, qui a débuté avec un retour des fêtes difficile pour plusieurs Portneuvois et Portneuvoises, alors que les secteurs ont manqué d'électricité pendant plus de 160 heures. On pense notamment aux municipalités de Lac-Sergent et Rivière-à-Pierre. Le 12 janvier 2023, Danielle Ouellette, la mairesse de Rivière-à-Pierre, était des nôtres et nous racontait que la population s'était bien serré les coudes dans cette interruption de service qui a duré approximativement 168 heures. Voici un extrait de l'entrevue que j'avais réalisée avec elle. On peut dire que ça a été une panne majeure. On a sorti les pompiers pour aller dégager des routes, enlever des arbres, ceux qui pouvaient, parce que les arbres qui sont à côté sur des fils, là, on ne peut pas rien faire avec ça. Mais ceux qui étaient dans la possibilité d'enlever pour continuer à ce que la circulation se fasse, les pompiers ont fait ça. On a passé par les portes aussi. On a ouvert la municipalité. Il s'est passé beaucoup d'entraide à Rivière-à-Pierre. Honnêtement, là, nos employés ont veillé au grain. La municipalité était également ouverte et chauffée avec une génératrice, tout comme la caserne de pompiers. La mairesse Danielle Ouellette nous avait aussi affirmé que peu de personnes n'étaient venues comme les citoyens sont bien débrouillards à Rivière-à-Pierre. La situation n'était pas bien différente du côté de Saint-Raymond dans la même période. Le centre multifonctionnel de Saint-Raymond avait été ouvert pour permettre aux citoyens d'avoir accès à de l'eau potable, aux douches, mais aussi à la chaleur. Le restaurant Le Mondial avait préparé des repas, tout comme un citoyen qui avait préparé un méchoui pour ceux qui étaient dans le centre multifonctionnel. Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, avait cependant déploré le manque de communication avec Hydro-Québec. Voici ce qu'il avait dit à ce sujet en début d'année. Des débriefings déjà, j'ai reparlé des gens d'Hydro-Québec parce que pour que Hydro-Québec bouge, il a fallu que je fasse des téléphones assez haut placés à un moment donné pour avoir des réponses. Quand ils ont bien voulu nous écouter et que là, on a commencé à faire des travaux à Saint-Raymond, parce qu'écoute, même le centre multiculturel, le centre multifonctionnel avait même pas d'électricité. On n'était pas capable d'ouvrir de refuge pour les gens. C'était le blackout total à Saint-Raymond. C'est 11 500 personnes qui étaient dans la noirceur, au-dessus de pratiquement 7 800, pratiquement 7 000 clients qui n'avaient pas d'électricité. Il fallait faire de quoi? Il fallait bouger. Et je pense qu'il a fallu lever le ton un petit peu. Les médias s'en sont emparés. Et tu vois, ce qu'on retire de tout ça, puis ce que je reproche en fait à Hydro-Québec, c'est les communications. Là, parce que faut dire que les travailleurs d'Hydro-Québec ont fait un travail extraordinaire à Saint-Raymond. Les clubs et responsables de loisirs ont également eu beaucoup de difficultés à opérer en raison de la météo difficile au début de 2023. C'était le cas pour le club de motoneige de Saint-Raymond. M. François Lessard, le président du club, nous avait dit que près de 1000 arbres étaient tombés dans les sentiers. Les bénévoles ont dû travailler avec ardeur afin que les activités puissent reprendre rapidement. Voici M. Lessard concernant l'importance du bénévolat. Ces gens-là ont été au rendez-vous. C'est certain qu'il y a des gens qui se sont présentés, qui ont donné beaucoup d'heures, beaucoup d'efforts, qui ont travaillé très fort. Par contre, on aurait vraiment apprécié d'avoir que d'autres personnes, plus de personnes lèvent la main pour nous donner un coup de main. Le club de motoneige de Saint-Raymond, c'est quand même 2000 membres qui utilisent les sentiers de Saint-Raymond principalement. Là-dedans, il y a beaucoup de gens qu'on aurait apprécié voir nous donner un coup de main. Pour toutes sortes de raisons. C'est vrai que c'était pendant le temps des fêtes. C'est vrai que bon, le timing n'était pas bon. Des gens étaient à l'extérieur, des gens étaient en congé, des choses comme ça. Mais définitivement que le bénévolat va rester un grand défi pour des organisations comme la nôtre. Sans bénévoles, il serait difficile d'entretenir les quelques 300 km de sentiers de ce club de motoneige. Nous restons à Saint-Raymond. Richard Saint-Pierre, le commissaire industriel de la ville, était avec nous le 26 janvier 2023 pour parler des implantations d'entreprises de 2022. En fait, 2 records avaient été battus pour la coopération de développement de Saint-Raymond cette année-là. Voici Richard Saint-Pierre. C'est une année exceptionnelle dans le vrai sens de l'adjectif du mot parce qu'on a battu 2 records. En fait, on avait un record pour le nombre de terrains vendus qui était de 7 en 2021
Mais pour l'année 2022, c'est 13 terrains qui ont été vendus et c'est absolument formidable. En termes de pieds carrés, si on l'exprime comme ça, c'est plus de 837 000 pieds carrés de terrain qui ont été vendus. Et ça représente tout ça des investissements importants. Hein? On parle d'environ 19 millions d'investissements. Moi, quand je donne des chiffres, je vais toujours les donner de façon conservatrice. Et on parle de 19 millions d'investissements que vont générer ces implantations-là à venir. On parle de 208 emplois qui seront soit du maintien ou de la consolidation ou de la création de nouveaux emplois pour un total donc de 208. Nous aurons certainement l'occasion d'avoir les chiffres pour 2023 le mois prochain. Le président de l'UPA de Portneuf, M. Christian Hébert, réalisait en janvier une campagne de sensibilisation destinée aux motoneigistes pour les inciter à respecter les sentiers balisés. Il était accompagné du député de Portneuf, Vincent Caron, pour l'occasion. Le voici à propos de l'importance de ne pas se promener en motoneige dans les champs dès maintenant. Important de respecter les sentiers balisés. Hein. Quand on sort, ça peut paraître anodin, juste de la neige, hein, mais la neige, c'est une couverture pour notre garde-manger, pour nos sols. En dessous de ça, il y a des grains. De plus en plus ici dans Portneuf, les céréales, c'est des céréales qui sont d'automne, du blé d'automne. Fait qu'on le plante à l'automne pour le récolter l'année d'après. Quand on passe dessus, hein, ben on brise ce travail-là qui a été fait. Hein. Autant la semence qui a été faite qu'on va devoir rentrer avec la machinerie pour ressemer. Hein. La gestion des eaux aussi pour tout ce secteur-là. C'est autant des milliers de dollars que des pertes agricoles. Hein. Finalement, c'est en janvier que la Maison Plamondon lançait son initiative Pieds de biche. Le projet s'adressait aux jeunes de 16 à 26 ans pour leur offrir du mentorat dans leurs projets artistiques. Je m'étais entretenu avec Véronique Bertrand, la directrice de la Maison Plamondon. Voici un extrait. Alors, Pieds de biche, levier créatif, en fait, c'est un accompagnement pour les jeunes de 16 à 26 ans. Pour les accompagner dans un projet de création, du tout début, donc de l'idéation jusqu'à la diffusion. Donc, ce qui se passe là, l'appel à projet commence le 1er février. Donc, l'appel est lancé à tous les jeunes pour qu'ils soumettent une idée de création. Et puis, Pieds de biche, en fait, l'équipe de Pieds de biche est là pour accompagner ces jeunes-là dans le processus de création, pour coordonner avec des mentors qui sont spécialisés dans chacun de leurs domaines artistiques. On passe maintenant à l'actualité du mois de février 2023. La Société d'histoire du Cap-Santé organise très souvent des événements et des conférences pour aider les Portneuvois à en apprendre plus sur leurs origines. Là-dedans, on retrouve évidemment les activités au sein de l'ancien phare Jacques-Cartier. Le 2 février dernier, nous avons reçu en entrevue Mme Evelyne Bouchard de la Société d'histoire Mémoriam qui collaborait avec la Société de Cap-Santé concernant les codes vestimentaires chez les femmes à l'époque de la Nouvelle-France. La conférencière nous en a appris un peu plus sur le sujet. Bien, si on prend l'idée que la mode, c'est ce qui régule la façon de s'habiller en fonction d'une époque, en fonction d'un goût du jour, d'une activité, ben oui, la mode existait à cette époque-là. Puis si on regarde comment on était habillé en 1680 ou en 1780, ben ça n'a rien à voir avec la mode que je vais présenter dimanche. Parce que ma mère, elle m'a bien dit... J'espère que dimanche, tu vas mettre ton beau kit du dimanche parce qu'elle dit dans ce temps-là, les madames, ils se mettaient belles. Je me suis posé une question. J'ai dit, si ma mère, en 2023, me dit de m'habiller comme il faut pour pas me faire honte, je pense que la réputation de coquette qu'on avait au 18e siècle, elle nous suit encore. En 2023, l'artiste raymondois David Thibault lançait son deuxième album nommé « Désormais ». On se rappelle que David avait été connu au niveau international avec son interprétation de la chanson Blue Christmas d'Elvis il y a quelques années maintenant. Nous avions eu l'occasion de lui parler lors d'une entrevue de ce deuxième album. En voici un extrait. Donc vraiment, c'est un projet qui dure longtemps, mais je suis finalement content qu'il sorte, qui est sorti en fait le 27 dernier janvier. Puis ça a été un beau projet là, de réalisation avec Michel Dagenet, qui est mon réalisateur, qui a travaillé aussi avec Jean Leloup, Sally Folk, Daniel Bélanger aussi, donc un connaisseur. Donc vraiment un travail d'équipe, puis on s'amenait nos idées mutuellement, puis c'est ça qui est le fun aussi, à travailler à deux comme ça, tu sais. Il y a son studio chez lui, on a travaillé chez lui, tranquille, fait qu'on a pris le temps, puis... je préfère prendre le temps de sortir quelque chose qui soit bon et à mon goût que de le sortir trop vite puis d'avoir des regrets, mettons. Là.
Maintenant, un sujet qui a bien affecté les citoyens de Cap-Santé en 2023 reste tout de même l'augmentation élevée du taux de taxe de la ville. Certains citoyens réclamaient des changements au sein de l'administration afin d'amoindrir les dépenses de la ville, comme par exemple la vente du manoir Alsop, un lieu avec une très forte valeur historique. Charles Laviolette nous avait réalisé un reportage. On écoute un extrait de celui-ci. Ce n'est pas aux citoyens de Cap-Santé à payer pour les réparations puis les investissements de ça. On a eu l'année dernière une augmentation de taxes de 16 %. Cette année, on arrive presque à 9 % d'augmentation de taxes de 9 %. Alors là, il faut faire de quoi? Il faut se débarrasser de nos bijoux, si on peut dire. Moi, l'année dernière, mon compte de taxes a augmenté de 400 $ d'un coup. Je m'attends cette année un 250 de plus encore. Ça fait 650 $ dans 2 ans. Ça n'a pas de bon sens. En 2021, on a une augmentation de budget de 6,8 % qui se traduit malgré tout par une augmentation de près de 15 à 16 % pour certains citoyens. Cela est dû principalement au fait que, que les années précédentes, nous avions recours au surplus accumulé non affecté pour compenser une partie de l'augmentation du budget. Alors, en 2021, nous n'avons plus accès à ces surplus-là, ce qui fait en sorte que, bien que l'argent était dépensé pour les citoyens, pour leurs services pendant toutes ces années-là, en 2021, le citoyen se retrouve à rattraper le coût réel de son compte de taxe sur le budget et ça crée le choc qu'on connaît. Deux femmes de Portneuf, Marjolaine No et Marie-Claude Houd, ont participé au trophée Rose des Sables au Maroc. Le défi de navigation dans le désert en véhicule permettait notamment de récolter de l'argent pour la Croix-Rouge française et aussi pour le Club des petits déjeuners canadiens. Voici les deux candidates concernant leur préparation à ce défi. En fait, c'est un rallye, vraiment un défi personnel. Dans le fond, c'est 100% féminin. Donc, c'est un rallye qui se déroule dans le Maroc, dans le désert, qui est la seule orientation et la boussole et le roadbook. Donc, on n'a rien d'autre que ça pour se diriger. Et aussi, c'est pour aussi faire la visibilité aux organismes qu'on soutient là, dans la course. Bien, c'est sûr que moi, je vais me fier sur ma navigatrice. Oui. Mais on va avoir aussi des formations. On va avoir des formations de navigation avec la boussole et le roadbook. On va avoir une formation de pilotage aussi sur le sable. Parce qu'on s'entend que c'est pas comme sur le gravel ou bien ça neige, c'est différent. Fait qu'on va avoir une formation pour ça, puis le reste, ben... Maintenant, on s'en va à Rivière-à-Pierre parce qu'un gros travail de rénovation a eu lieu dans le local de l'OTJ qui s'occupe d'animer la vie des jeunes du village. Pour l'occasion, un reportage avait été diffusé le 9 février dernier. On l'écoute dans son intégralité. Ce mardi 7 février a eu lieu l'inauguration officielle des locaux rénovés de l'OTJ de Rivière-à-Pierre, après plus de 2 mois de rénovation. C'est sous le nouveau conseil d'administration présidé par Sylvain Landry que l'OTJ a redoré son image. Les rénovations ont touché entre autres les armoires, la cuisine, le plancher et les lumières. C'est grâce à une aide financière d'un peu plus de 22 000 $ de Desjardins ainsi qu'à un nombre incalculable d'heures de bénévolat que le projet a été réalisé. À Rivière-à-Pierre, l'OTJ rassemble les jeunes mais aussi les familles pour une multitude d'activités. On entend le président Sylvain Landry à ce sujet. Pour les jeunes à Rivière-à-Pierre, l'OTJ représente un lieu de rassemblement, un lieu de plaisir. Ils viennent jouer au hockey, l'été ils jouent à la balle ici. Il y a des jeux intérieurs un peu. On a fait l'acquisition d'une nouvelle TV intelligente. Ils peuvent écouter des films un peu à TV ici. Les rénovations, on a parti à peu près de zéro. Les peintures étaient dégueulasses. Des peintures oranges, ces murs. On a refait les planchers en vinyle, planchers flottants en vinyle. On a refait les chambres de bain à neuf. Ensuite, plancher flottant sur les murs pour être empêché de défoncer par des coups de pied des fois, puis des nouveaux luminaires. Des locaux attrayants, c'était l'une des choses importantes que l'OTJ souhaitait offrir à la population de Rivière-à-Pierre. Le bénévolat était nécessaire pour arriver à cet objectif. On entend la mairesse de la municipalité, Danielle Ouellette, concernant ce bénévolat. Sans tous vous autres, les bénévoles, cet organisme ne serait pas ce qu'il est encore aujourd'hui. Soit un lieu de rassemblement pour nos jeunes,
Un camp d'été pour nos enfants, du baseball, du hockey, sans oublier notre prochain carnaval qui va être le 63e. Alors, merci de faire partie de ce village où on aime vivre. C'est donc sous l'enthousiasme des enfants de Rivière-à-Pierre que s'est clos cette inauguration officielle. C'était Danick Julien pour CJSR. La politique environnementale de Pont-Rouge a été mise à jour. Le 16 février dernier, le maire Mario Dupont était des nôtres pour parler de ça. Voici un extrait de l'entrevue. Compte tenu qu'on est une des grosses villes du comté de Portneuf, il y a Saint-Raymond-Pont-Rouge, les deux grosses villes du comté de Portneuf, on a décidé de mettre vraiment la barre puis de dire, écoute, il faut le faire, puis il faut s'impliquer. Puis on a beaucoup de gens, des citoyens de Pont-Rouge, qui nous demandaient, bien, pourquoi vous ne faites rien pour que ça soit sur le papier, sur plein de choses qu'ils nous demandaient. C'est pour ça qu'on est parti avec la politique environnementale. En fait, si je te me permets, les volets, c'est la protection d'eau potable, on a la gestion des eaux usées et pluviales. Ça, quand on arrive avec celle-là, les eaux usées pluviales, on a des tuyaux qui sont combinés encore à Pont-Rouge, à des endroits, dont cet été, qu'on va voir des travaux qu'on va faire sur la rue du Pont, c'est justement pour les séparer. Ouais. Le problème que ça amène quand on a nos fameuses pluies diluviennes pendant l'été, ben c'est que l'eau qui est du pluvial qui s'en va dans les égouts, ça remplit et là, il y a des risques potentiels de déversement, puis on déverserait dans la rivière Jacques-Cartier. On ne veut pas que ça arrive, c'est pour ça qu'on est proactif, pour être certain qu'on n'arrive pas avec des problèmes environnementaux. Le Festival de la banquise de Portneuf a eu lieu en mars cette année, mais le maire de Portneuf était des nôtres en février pour en parler. Il s'agissait d'un véritable retour de l'événement après la pandémie mondiale. Voici Mario Alain. Comme vous savez, ça se produit sur un site unique au Canada, le fameux quai de Portneuf, qui est sa plateforme unique, comme je le dis. On est heureux d'annoncer un retour cette année du Festival de la banquise, parce que concrètement, comme tout le monde, on a vécu les effets de la COVID. Et en 2020, on a eu la chance, parce qu'à ce moment-là, la course de la banquise de Portneuf était la première des courses dans le circuit des courses de canot à glace du Québec. Donc, ça se produisait en janvier, avant l'annonce des restrictions COVID en 2020. 2021, on est, comme tout le monde, obligé de passer outre. 2022, par souci de maintenir un minimum de lien avec les bénévoles, on a fait une formule restreinte. Il y avait le concours de photos, là, de ce que Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut comprendre que le Festival de la banquise est quand même, je crois qu'il est à sa 4e édition officielle, mais c'est quand même lié à la 9e course, ou la 9e ou 10e course de canot à glace qui se produit ou qui se fait à Portneuf même. Donc, c'est avec des très, très bons collaborateurs, en la présence d'Artefacts Urbains, qui sont les organisateurs du festival, que c'est ajouté à la course de la banquise, à la course de canot à glace, le Festival de la banquise. Passons maintenant avec l'actualité qui a touché le mois de mars 2023. Mars marquait principalement l'arrivée d'infirmières provenant de plusieurs pays comme le Cameroun et le Maroc dans la région de Portneuf. Comme il s'agit d'un dossier bien important, voici une bonne partie du reportage qui avait été présenté le 2 mars dernier lors de l'arrivée de la première famille dans Portneuf. Un bonjour très spécial à notre nouvelle famille qui vient d'arriver de très loin, du Cameroun. L'une des 13 familles immigrantes qui joindront Portneuf d'ici le 27 mars prochain est arrivée dans la région après l'initiative du CIUS de la capitale nationale qui cherche à recruter des infirmières provenant de l'étranger. Les intervenants du milieu étaient réunis ce lundi matin pour les accueillir. Vous avez choisi de vous établir dans Portneuf, et bien maintenant, c'est à Portneuf de démontrer à quel point on est heureux de vous avoir avec nous et à quel point on est chaleureux. Vous verrez que ce ne sera pas compliqué. Moi-même, je suis issu de l'immigration. Je viens d'un peu plus proche que vous ne l'êtes, puisque je suis originaire de France, et j'ai choisi de m'établir ici dans Portneuf, et je peux vous assurer que les gens ont vraiment été très, très accueillants. Et d'ailleurs, la démonstration, c'est qu'ils m'ont même confié cette responsabilité de les représenter à l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'occasion de vous dire que tout est possible quand on s'installe dans Portneuf. Vous verrez, c'est vraiment un territoire extraordinaire, mais qui est surtout animé par des hommes et des femmes qui aiment
leur région et qui aiment surtout la partager. Au total, ce sont 21 infirmières qui vont joindre les rangs du CIUSS de la capitale nationale dans la région de Portneuf. Chacune d'entre elles devra suivre une formation à Saint-Raymond afin d'avoir une mise à niveau pour répondre aux exigences de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Donc, comme on le disait avec M. Duplain, on a une proportion qui est ici à Saint-Raymond. On en a une autre proportion qui est à Saint-Marc-des-Carrières, puis on en a aussi à Saint-Basile-et-Portneuf. Donc, ils vont être vraiment répartis sur l'ensemble du territoire portneuvois. Mais au 27 mars, tout le monde sera arrivé parce que la formation débute le 31 mars. Le 16 mars 2023, le député Joël Godin nous donnait des informations sur le dossier du quai de Portneuf. On écoute dès maintenant ce qu'il avait à dire à ce sujet. Le plus important, et probablement que la population est un peu tannée d'en entendre parler, mais ça avance. Ce que je peux vous assurer, on est en lien avec le maire de Portneuf, avec le député de Portneuf, M. Caron, et le ministère des Transports. C'est la cession du quai de Portneuf. Ça fait des années et des années qu'on en entend parler. Ça avance. J'ai vu des plans. Il y a des négociations avec le ministère des Transports. Nous, ce que l'on veut, c'est que ce ne soit pas un cadeau de grec pour la municipalité de Portneuf. Maintenant, on travaille pour trouver un terrain d'entente afin de faire les aménagements nécessaires pour mettre à niveau le quai de Portneuf en respect de l'environnement. Maintenant, il y a toujours une facture à payer. Il faut répartir le coût. Et je pense que ce n'est pas à la population de Portneuf et la population de Portneuf, la MRC de Portneuf, à assumer ces coûts-là. C'est le ministère, c'est le gouvernement fédéral. Et on est en discussion avec le ministère présentement, très étroitement avec le maire de Portneuf, M. Alain, et moi avec le ministre des Transports à Ottawa. Pour conclure le mois de mars 2023, on se dirige à Donnacona en parlant d'une nouvelle radio étudiante. Voici une partie du reportage qui avait été diffusé aussi le 16 mars dernier et réalisé auprès des jeunes de l'école secondaire de Donnacona sur la radio ESDO. Mercredi, nous aurons une émission de la matinée endiablée. La matinée endiablée seront deux équipes qui réaliseront cette émission en alternance une semaine sur deux. Premièrement, il y aura la gang à Rose qui feront des émissions avec des chroniques de voyage, d'environnement, de jeux et d'invités. La gang à Zoé, quant à eux, parleront de sport. On pourra écouter la mission de la matinée endiablée le mercredi de 8h15 à 8h45 et les rediffusions le samedi dimanche à 10h jusqu'à 10h30. Pour la playlist, on pourra les écouter le jeudi à 8h15 à 8h45. La playlist est une émission musicale avec Léane et Megan. Les rediffusions seront le vendredi et le lundi à 16h15 jusqu'à 16h45. Pour nous écouter, vous pouvez aller sur la radiojeunesse.ca sous l'onglet Radio Web puis sélectionner l'école secondaire de Donnacona. Bonne écoute! Alors, nous passons maintenant avec l'actualité qui a touché le mois d'avril. En parlant des services de garde dans Portneuf. Un nouveau service a été ouvert à la fin du mois de mars dans la sacristie de l'église de Saint-Léonard de Portneuf. C'est le CPE, le Kangourou, qui s'était donné l'objectif d'améliorer la couverture en matière de services de garde à Saint-Léonard. Geneviève Leclerc, la directrice générale adjointe du CPE, avait contacté les intervenantes du milieu afin de mettre en place un service de garde de communauté. On parle également des intervenants. C'est de là que l'idée d'utiliser l'église est apparue. Voici un extrait du reportage du 6 avril dernier avec Geneviève Leclerc concernant ce qu'est réellement un service de garde en communauté. Bien, en fait, un service de garde en communauté, c'est une façon d'offrir des places rapidement dans le réseau. Donc, c'est un processus très rapide qui, dans le fond, est beaucoup moins coûteux que la construction d'un CPE, par exemple. Donc, ça se fait sur un laps de temps très court, puis ça offre en fait maximum 12 places dans le fond, donc 2 responsables de garde qui peuvent travailler en collaboration. Ça sert aussi à briser l'isolement de certaines responsables de garde parce qu'on sait qu'une responsable de garde en milieu familial, par exemple, travaille seule à la maison. En général, ils peuvent travailler à 2 à 9, mais là, ils ont un ratio de 2 dans le fond d'éducatrice pour 12 enfants. Fait que, c'est aussi un autre avantage, puis ils peuvent se partager des tâches aussi ensemble, dans le fond, créer un partenariat entre elles. Parlons maintenant du camp Portneuf. Le 13 avril dernier, je discutais avec M. Olivier Lauzon, le directeur général du camp, à propos d'une certaine effervescence qui touche l'organisme. Voici un extrait de cette entrevue. On sent que l'effet de bouche à oreille elle est extrêmement importante.
Je pense que dans les dernières années, on a voulu se doter, entre autres, là, grâce à un collègue, là, à François, d'une ressource qui est dédiée, là, entre autres, à la qualité de l'expérience au niveau de notre camp de jour. Donc oui, on sent que les gens apprécient notre service, mais aussi tout ce qui est attrait avec la diversité de notre service au niveau du camp de jour, nos activités pédagogiques, nos activités de spécialité aussi. On a des grandes nouveautés cette année. On aura notre parcours là, gonflable, notre parcours Weebit va doubler en superficie grâce entre autres là, à une aide de la SADC. Ça nous permettra dès l'été qui s'en vient d'avoir un parcours Weebit, notre parcours gonflable d'une grandeur vraiment beaucoup plus grande aussi. On aura une nouvelle construction qui sera une tour d'escalade qui sera disponible encore une fois à la population, aux participants de nos activités. Nous aurons l'occasion de reparler du camp Portneuf un peu plus tard dans cette revue de l'année 2023. Pour la première fois de son histoire, le Métal Perrault de Donnacona s'est rendu en finale de la Ligue de hockey senior 3A du Québec en avril dernier. Bien que l'équipe se soit inclinée face au Bellemare de Louisville dans cette finale, c'est un point bien positif pour l'organisation. Pour un extrait, voici l'entrevue, en fait un extrait de l'entrevue que j'avais réalisée avec Luc Thibault, directeur général de l'équipe, le 13 avril dernier. C'est une grande fierté au départ. Ça fait 15 ans que l'équipe existe. Si on enlève l'année de pandémie, ça fait 14 ans. C'est la première fois qu'on atteint la finale. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Mais d'un autre côté, il n'y a rien de gagné. Fait que c'est ça, mais c'est une opportunité, puis on est content d'être là. Et là, pour vos joueurs, j'imagine, là, on a quand même, on vient de gagner 2 séries, on doit quand même se sentir d'attaque là, pour le défi. Assurément, je pense qu'on n'a pas volé notre place en finale. Je pense que tout le monde est fier, tout le monde est conscient, est confiant et conscient aussi du chemin qu'on a parcouru. Pendant la saison, on a terminé 2e au classement général. Donc, la logique est respectée. Affrontement à 2e position contre 1re position. Fait que on n'a pas... on peut pas arriver là avec des complexes non plus. On arrive là en se disant que c'est possible. Puis, on a 4 victoires à aller chercher. Le 20 avril dernier, la ville de Pont-Rouge préparait la population de Portneuf aux travaux routiers importants qui allaient toucher la ville pendant une bonne partie de l'été. Pour Pont-Rouge, il fallait mettre à jour les conduites d'eau. Voici Mario Dupont. Ces travaux s'inscrivent dans la modernisation de nos infrastructures au niveau de nos infrastructures municipales. Et en fait, dans le secteur où il va y avoir les travaux sur la rue du Pont, on a des tuyaux qui datent de plus de 75 ans. Ils ont atteint leur limite de vie. On a des tuyaux qui sont faits en grès ou ciment, mais pas armés. Donc, on se doit de commencer à les enlever parce qu'ils ont commencé à montrer un signe de faiblesse. En plus, on va faire en sorte de diviser nos égouts avec le pluvial pour faire en sorte qu'on va avoir moins d'eau à traiter, pour aussi être plus écologique aussi, bien entendu, là. Des inondations printanières ont bien eu lieu ce printemps. Charles Laviolette avait discuté avec M. Cédric Plamondon, le directeur du service d'incendie de Saint-Basile, à ce sujet. Voici un extrait de son reportage concernant la rivière de Portneuf. Cédric Plamondon, je suis directeur du service incendie à la ville de Saint-Basile. Je suis également coordonnateur adjoint en mesure d'urgence pour la ville de Saint-Basile. Enfin, on a une inondation mineure là, dans le secteur du rang Sainte-Madeleine à Saint-Basile. Précisément, là, la route est fermée entre le 98 et le 104. Donc, au 98, on peut se rendre d'un côté et le 104 de l'autre. Il n'y a aucune maison qui est isolée pour l'instant. C'est en fait la rivière Portneuf là, qui est sortie de son lit dans le secteur. C'est une inondation qui est récurrente, qui arrive régulièrement tous les années. L'équipe municipale est habituée de gérer cette situation-là. Les citoyens également sont habitués là-bas de faire face à la rivière, ce qui est leur voisine un peu tannante au printemps. Elles sont bien préparées pour ça, les citoyens également. La ville, on les a avisés la semaine passée, les gens, on l'a vu venir avec les outils de prévision là, qui sont disponibles avec la ville. L'actualité du mois de mai 2023 maintenant. Eh bien, au mois de mai et même à la fin du mois d'avril, le pont principal de Saint-Casimir a été fermé à la circulation sans préavis en raison de travaux urgents. Je m'étais entretenu avec la mairesse Lise Baillargeon ainsi qu'avec Nicolas Vigneault du MTQ. Voici un extrait. Bien, en fait, ces travaux-là il y avait déjà des travaux de réparation, d'entretien du pont qui étaient prévus.
Et l'horaire, ça devait durer 3 semaines. On faisait des travaux du dimanche au jeudi de 7 h le soir à 6 h le matin. Puis on avait une fin de semaine complète de fermeture à la mi-mai. Après la première journée de travaux, ils ont découvert la fissure et ils ont automatiquement fermé le pont. Sur le coup, on l'a su après la fermeture. Là, on n'a pas eu de préavis là-dessus. Oui, bien, il faut vous mentionner d'abord qu'il y avait déjà des travaux d'entretien qui étaient effectués sur la structure en question. On parle notamment des travaux en ce qui a trait à la membrane, également des travaux sur la structure dans son ensemble. Et lorsqu'on effectuait ces travaux-là, le ministère a constaté des dommages, en quelque sorte des fissures sur les éléments structuraux du pont. Alors, évidemment, en constatant cela, les employés, le ministère a pris la décision de fermer la structure par mesure préventive. Vous savez, la priorité au ministère des Transports, bien sûr, c'est la sécurité d'abord et avant tout. Et là, lorsqu'on a constaté justement l'apparition de ces anomalies, bien, on a décidé tout simplement de fermer l'ouvrage, et ce, pour une période indéterminée. Le 4 mai dernier, Charles Laviolette et moi-même parlions avec le chanoine Jean Tailleur pour connaître l'avenir des églises dans Portneuf. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines églises de la région ont déjà été vendues. On peut prendre l'exemple de l'église de Neuville qui a été transformée en bibliothèque. M. Tailleur nous expliquait les plans pour les églises qui appartiennent encore à la fabrique et aussi une projection pour les 10 prochaines années. Le voici. On a identifié nos 4 pôles pastoraux qui nous risquent, si on regarde sur un regard de 10 ans et plus, qui nous semblent des pôles de référence qui vont exister. Saint-Raymond, Pont-Rouge, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières. Donc, d'emblée, puis je pense bien que pour les gens qui habitent à Pont-Rouge, tout le monde comprend que c'est nos pôles de référence. Les gens disent un peu à la blague, c'est là qu'on trouve la SOQ, c'est là qu'on trouve les IGA, les métros, ou les autres grandes chaînes, là, comme ici, Maxi. Bon, c'est là donc, c'est des centres de services. C'est souvent là aussi qu'on trouve des points de service en santé communautaire. C'est là aussi qu'on trouve des points, parfois, de service en éducation. Donc, nous, on pense là, que sur un horizon de 10 ans et plus, ces 4 lieux-là, on est à peu près certain qu'on va... On se dit, on doit maintenir là. Et si on a des investissements à faire, si on a des réparations à faire, c'est des milieux qui nous apparaissent prioritaires. Donc, c'était les 4 lieux qui étaient prioritaires selon M. Tailleur. Il faut quand même comprendre que certaines villes ont travaillé sur certains projets, comme par exemple Saint-Marc-des-Carrières, qui voudraient bien acquérir l'église pour en faire un projet. Maintenant, passons avec l'entreprise Miel Éco de Portneuf qui était de passage dans l'émission Dans l'œil du dragon durant le mois de mai à Radio-Canada. L'émission met en valeur les entrepreneurs du Québec et leur permet de rencontrer des investisseurs pour aider à agrandir leurs entreprises. L'entreprise portneuvoise a d'ailleurs été sélectionnée par Isabelle Chevalier. L'impact de ce passage à l'émission Dans l'œil du dragon s'est rapidement fait sentir pour Miel Éco. Voici un extrait de la copropriétaire Christina Fortin-Ménard. Oui, des gros impacts. Aussitôt que la diffusion a commencé, les commandes ont commencé aussi. Oui, okay. Je dirais que sa fin de semaine, ça a été diffusé. On n'a pas encore terminé d'envoyer toutes les commandes. On en a reçu plusieurs centaines. Donc, à ce niveau-là, il y a eu un bel impact aussi en fin de semaine dernière à la boutique de Portneuf. On a reçu énormément de visites de gens, des gens de Portneuf qui étaient juste à côté, mais qui ne savaient pas encore qu'on existait. Donc, ils nous ont découvert l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, on est très, très contents de ça. L'hôpital régional de Portneuf dispose depuis le mois de mai d'un service d'oncologie. Lors de l'annonce, je m'étais entretenu avec le préfet de la MRC, M. Bernard Godreau, et le député de Portneuf, Vincent Caron. Voici un extrait. De l'avoir évidemment à Saint-Raymond, à l'hôpital régional, ça bonifie, que ça continue en fait l'implication du CIUS à établir des services de proximité. Alors on salue cette superbe annonce ce matin et qui va permettre aux Portneuvoises et Portneuvois de pouvoir poursuivre et débuter des traitements de chimiothérapie, d'immunothérapie ici même à l'hôpital régional de Saint-Raymond. Et M. Caron, vous, en tant que député de Portneuf, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est fait par le CIUS pour augmenter l'offre de services dans la région?
Ben écoutez, on ne sera jamais pleinement satisfait parce qu'on a toujours besoin de plus de services. Ici, on a un équipement qui est régional. On veut optimiser encore ces services qui sont donnés parce que, on le sait, déjà d'être malade, c'est déplaisant. Donc si on peut obtenir des traitements ici, dans Portneuf, c'est toujours très apprécié. Donc on va continuer de se mobiliser, à la fois avec tous les maires, je vois M. Duplain qui est juste à côté de nous, avec le préfet, avec l'ensemble de la communauté, pour démontrer aux cieux de la capitale nationale à quel point on n'est pas très loin de Québec, mais vous savez, quand on a un diagnostic de cancer, plus on est en capacité d'obtenir des services proches de chez nous, plus on se sent en sécurité, plus on se sent bien encadré. Donc on va poursuivre le travail tous ensemble, parce que tout ça, c'est un travail d'équipe avec le comité santé, avec la fondation. Il faut que la population reste mobilisée, mais en tout cas, nous, les élus, le sommes. On dirige maintenant notre attention à Saint-Alban. En mai, Charles Laviolette s'était interrogé sur les glissements de terrain qui avaient touché la municipalité l'année précédente. Des travaux avaient été effectués par le ministère des Transports, mais ceux-ci devaient déjà être refaits. Voici le reportage de Charles Laviolette concernant la route Saint-Philippe à Saint-Alban. Traversée entre autres par la rivière Noire et la rivière Sainte-Anne, la municipalité de Saint-Alban n'est toutefois pas sujette à des inondations récurrentes, comme peut par exemple l'être la municipalité de Saint-Raymond. Toutefois, Saint-Alban est fréquemment affecté par d'autres enjeux qui touchent la dynamique de ses cours d'eau. En effet, les sols sur lesquels repose la municipalité peuvent être instables et occasionner des glissements de terrain. C'est ce qui s'est produit en avril 2022 dans le secteur de la route Saint-Philippe, alors que la crue de la rivière Noire a créé un important glissement de terrain. Une importante portion de la berge a été emportée à proximité du pont de la route Saint-Philippe au sortir d'un grand méandre en forme de U. Des centaines de tonnes de terre ont alors été emportées. Comme de nouveaux glissements de terrain menaçaient de se produire, le ministère des Transports du Québec est intervenu d'urgence pour stabiliser le talus. La circulation a été bloquée durant plusieurs mois. Le MTQ n'a pas dévoilé le coût des travaux qui ont été faits, mais selon plusieurs intervenants consultés, il dépasserait largement le million de dollars. Or, on vient d'apprendre que les travaux de stabilisation d'urgence menés par le MTQ ne sont pas finaux. Des travaux supplémentaires devront être menés par la municipalité pour stabiliser les berges de la rivière qui ont été affectées. Pour terminer le mois de mai, l'OMH-GP nous apprenait qu'un nouveau service d'aide à la recherche de logement était créé. C'est Thierry Matisse qui est chargé de ce projet. On l'entend en parlant justement du SARL. Donc, on essaye de contacter la personne qu'on puisse communiquer le plus facilement possible, soit à nos bureaux, soit par téléphone, éventuellement par courriel, pour avoir le maximum d'informations, pour un peu faire une photo de la situation de la personne, quels sont ses besoins, quelle est sa famille, ses revenus, son budget, s'il a une nécessité de déménager aussi, parce que c'est pas forcément... Il pense qu'il va améliorer son sort, mais c'est difficile d'améliorer son sort à l'heure actuelle au niveau des logements, moins que vraiment le logement soit insalubre. Bon. Ça fait qu'on évalue déjà ça. Une fois que cette évaluation est faite, on va utiliser des stratégies en fonction de la personne. Si elle a un mauvais crédit, si c'est son premier logement, elle n'a pas de connaissances, comment elle va faire une démarche pour trouver un logement, etc. Donc on va l'orienter, on va l'accompagner pour faire ses premières visites. Et puis après, la personne, elle va pouvoir voler un peu par ses propres ailes. Passons rapidement au mois de juin, juste avant la pause estivale. Bon, une nouvelle avait bien attiré notre attention concernant la rivière Sainte-Anne. C'est le plan d'achat du barrage de Chute-Planet par la ville de Saint-Raymond. Voici un extrait de Claude Duplain. Les argents que nous recevons aujourd'hui sont en deuxième phase. La deuxième phase étant, on va s'occuper plus vers le barrage de la Chute.
C'est-à-dire que là, il fallait acheter le barrage de la chute et il fallait le sécuriser. Donc, les argents que nous recevons aujourd'hui, le 1 600 quelques mille, va servir à l'achat et va servir à la sécurisation du barrage, parce que c'est un barrage qui est là, comme Vincent disait, depuis des années. Il faut le sécuriser. Et on va faire les études. Dans ce montant-là, il y a les études pour voir comment, justement, on va travailler avec le barrage en vue des crues futures. L'idée qui a été lancée, qu'on parle souvent depuis le début, c'est pas fixé encore. Il y a des études à faire. Le but, c'est qu'on parle depuis le début. Ce qu'on parle depuis le début, c'est de pouvoir mettre un genre de ballon sur le barrage, okay, pour remonter le niveau de la rivière et ensuite pouvoir jouer avec le niveau de la rivière pour que les glaces puissent s'échapper. Faire un peu comme un affluent de fleuve. Quand une rivière s'en va dans le fleuve, c'est jamais glacé. Pourquoi? Parce que la marée monte et descend, les glaces cassent et s'en vont. C'est ce qui est prévu, en gros, pour ici. On fait un bond dans le temps. Passons maintenant au mois de septembre. Bon, on vous parlait d'un glissement de terrain à Saint-Alban un peu plus tôt, dans la revue de l'année. Il se trouve qu'à Saint-Marc-des-Carrières, le chemin des Pionniers est également bien inquiétant. Ce dernier héberge les conduites d'eau de Saint-Marc en bordure de la rivière Sainte-Anne. Et de plus en plus, la berge est en train de s'effriter. Saint-Marc voudrait que le gouvernement mette en place un empierrement dans ce secteur-là. Voici Marion Leclerc. On veut vraiment empierrer entre 500 et 600 mètres le long de la rivière Sainte-Anne. C'est de l'empierrement que ça prend pour protéger notre conduite d'amener qui amène l'eau à Saint-Marc-des-Carrières. Imaginez-vous que si cette conduite-là part avec l'érosion de la rivière Sainte-Anne, on n'a plus d'eau à Saint-Marc-des-Carrières. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est 3200 personnes qui n'ont plus d'eau à Saint-Marc-des-Carrières. On va se ramasser à l'aréna de Saint-Marc avec des cruches d'eau, puis on va donner ça à tout le monde. Moi, c'est pas ça que je veux, là, mon cher monsieur. Non, non, non. Moi, je suis pas là pour donner des cruches d'eau à tout le monde. On est là pour protéger, justement, les acquis et les infrastructures qu'on a actuellement. Donc, on demande au gouvernement, et j'espère que l'étude qui va sortir en août, en tout cas, qui a commencé en août, et on devrait avoir des résultats d'ici une couple de semaines, j'espère, qu'on va prouver que nos inquiétudes sont confirmées. Également, au début septembre, on apprenait que la caserne de Donnacona allait être complètement refait. J'avais réalisé un court reportage, on l'écoute en entier. Les travaux sont officiellement débutés à Donnacona pour la démolition de l'ancienne caserne de pompiers afin de laisser place à un nouveau bâtiment adapté à la réalité de 2023. Après plusieurs années à travailler dans un bâtiment de plus en plus désuet, c'est avec joie que la trentaine de pompiers de la ville a accueilli la nouvelle. Selon le maire de Donnacona, M. Jean-Claude Léveillé, il était impératif d'améliorer ce bâtiment à l'origine du service, comme la population est grandissante dans la ville. Ce dernier nous a également appris qu'une étude avait été commandée par le passé afin de déterminer si l'emplacement actuel de la caserne était exact. On l'entendait maintenant. Il y a une étude qui a été faite. Au début, oui, on voulait peut-être l'emporter dans notre parc industriel, peut-être plus en retrait pour que ça soit plus facile du déploiement. Mais après une étude, la place, on a décidé de la mettre à la même place parce qu'elle est vraiment centrale au niveau de la ville. Alors, on couvre de toutes les directions. Le projet, évalué à 9,5 millions de dollars, bénéficie d'une importante aide financière de la part du gouvernement du Québec. Voici le député Vincent Caron. Donc aujourd'hui, je suis fier, même très fier, d'annoncer au nom de ma collègue ministre des Affaires municipales, André Laforêt, une aide financière de près de 4,7 millions pour accompagner la municipalité dans cet ambitieux projet. Cette subvention s'inscrit dans le cadre du programme PRACIM, programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Les activités des pompiers se feront à partir du bâtiment des travaux publics jusqu'à la fin des travaux et qui s'étireront sur approximativement 14 mois. Le nouveau bâtiment sera adapté à la réalité d'aujourd'hui avec une section permettant de nettoyer les équipements des pompiers afin de garantir leur sécurité. C'était Danick Julien pour CJSR.
Restons à Donnacona car le secteur de l'ancienne papetière subit des travaux de décontamination pour la création d'un éventuel développement résidentiel et commercial. Le terrain représente 3 millions de pieds carrés qui seront réhabilités. Voici l'extrait de l'entrevue réalisée sur le sujet avec le maire Jean-Claude Léveillé. Ce que nous, oui, la Ville veut faire, c'est sûr qu'on voudrait aller vers commercial et résidentiel, mais c'est sûr qu'ils vont attendre lorsque la décontamination va être complétée, qu'est-ce qui peut vraiment se produire. Le promoteur lui-même va décider, mais c'est sûr présentement, on a une bonne entente avec eux pour vraiment, c'est la même ligne, même longueur d'onde des deux. Et avant de passer au prochain dossier, il y a une chose que vous avez dite tout à l'heure. On veut redonner la rivière aux citoyens. Ça fait partie d'un des grands objectifs là, de votre projet. Oui, le fleuve et la rivière, là, on veut que les citoyens s'en... C'est une des premières ententes qu'on a eues avec le propriétaire du terrain, que la Ville restait propriétaire de la bande riveraine, environ une 50aine de pieds. Lorsqu'on parle de la bande riveraine, on parle du fleuve Saint-Laurent, comme vous avez mentionné, et la rivière Jacques-Cartier. On veut redonner l'accès au fleuve et à la rivière Jacques-Cartier à nos citoyens ou ceux qui vont seulement venir visiter. Du côté du développement de Sainte-Catherine, je discutais avec Pierre Dolbec le 14 septembre dernier. Voici un extrait de cette entrevue. Dans le résidentiel, ça va quand même assez bien. On s'attendait à avoir un impact plus négatif que ce qui est arrivé. Parce que les taux d'intérêt sont là pour tout le monde. Ouais. Puis l'année passée, on a quand même eu une méchante saison, nous autres, avec Boisé-Ventura, Boisé. Puis on se disait, ouais, on va probablement couper ça de 50 %. Puis à date, on est seulement à 25 % en bas de ce qu'on avait fait l'an passé. Okay. Pour nous autres, c'est quand même un méchant beau. Par contre, notre commercial a monté beaucoup. Puis les constructions lourdes ont monté beaucoup. Ça devrait balancer. Mais niveau résidentiel, il reste encore de la place là oui, CRD a fait sa phase 1 est finie. Là, il est dans sa phase 2, il est à peu près à 50 %. Après ça, il y a la phase 3. Puis après ça, la phase 4, c'est McKinley qui va la faire. Mais là, ce qu'il faut faire, nous autres, c'est allonger la rue Sainte-Catherine pour aller connecter sur Jacques-Cartier. Là, ça, c'est un tour de force parce qu'on a 3 constructeurs. C'est ça. Fait que c'est déjà pas toujours facile de s'entendre rien qu'avec un pour que ça marche. Fait que là, la communication. Dans ce cas-là, il y a moi qui mets mon pied à terre une fois de temps en temps. On n'a pas le choix. Là. Le 28 septembre dernier, je discutais avec le député Vincent Caron concernant un possible redécoupage de la circonscription de Portneuf pour les élections pour y inclure certaines villes comme Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, par exemple. Voici les explications de M. Caron. Voilà, le DGEQ, le directeur général des élections, veut s'assurer que toutes les circonscriptions au Québec représentent finalement à peu près le même nombre d'électeurs. Donc on est en train de constater que, bien que la situation ait changé avec la pandémie, je dis souvent qu'il y avait beaucoup de maisons qui étaient à vendre dans Portneuf, maintenant on voit quasiment plus de pancartes, donc ça veut dire qu'après la pandémie, il y a plus de gens qui ont décidé de s'installer ici. Mais cependant, malgré cet effet-là, on se rend compte que dans le comté voisin de la Pelletrie, le secteur, par exemple, de Val-Bélair est en pleine effervescence. Et donc, pour essayer de pallier à ça et de rattraper cet équilibre, le DGEQ propose que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et la ville de Lac-Saint-Joseph soient rapprochées finalement, fassent partie intégrante de la circonscription de Portneuf. Donc ça aurait pour effet d'ajouter donc 3 municipalités, comme je vous le disais tout à l'heure, d'agrandir considérablement quand même aussi le territoire. Puis je dis pas que, vous savez, 18, et j'ai toujours dit, j'ai 18 municipalités, puis j'essaye de me comporter comme, entre guillemets, un bon père de famille, être équitable avec tout le monde. Bon, là, d'en ajouter 3 de plus, c'est sûr que ça ajoute un petit peu plus à la complication. Cependant, je dois vous avouer que bien souvent, quand je rencontre des gens de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, il y a un sentiment d'attachement qui est profond avec Portneuf. Par le passé, d'ailleurs, ces municipalités appartenaient déjà à la circonscription de Portneuf. Il y avait eu un découpage qui a fait en sorte qu'elles ont été intégrées à la circonscription de la Pelletrie. Mais bon, la situation devient différente. Donc, comme je vous le disais, écoutez,
Le Camp Portneuf a réalisé en 2023 une importante campagne de financement pour mettre à jour ses infrastructures, en plus de créer des fonds pour aider les jeunes de la région, en fait, un fonds. Voici Olivier Lauzon, le directeur du Camp Portneuf, à ce sujet. On a conclu le 10 juin dernier une campagne de financement majeur qui nous a permis, entre autres, de mettre à jour nos infrastructures, d'investir dans nos infrastructures, mais aussi se doter d'un fonds d'un peu plus de 1 million de dollars pour permettre aux gens vulnérables, aux gens qui seraient dans le besoin de participer à nos activités. On a annoncé un résultat de 4,2 millions. On a dépassé nos objectifs. On est enchantés de ça. Encore une fois, c'est la mobilisation de gens, de notre président de campagne de financement, mais aussi du comité entièrement, qui nous amène à des résultats qui sont qui étaient impensables pour nous il y a quelques années. C'est en octobre que le conflit israélo-palestinien a repris au Moyen-Orient et le tout a bien secoué la communauté internationale. Voici ce que le député de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, avait à dire à ce sujet. Je pense que tout bon parlementaire doit dénoncer ce qui est arrivé samedi dernier de la part du Hamas qui a attaqué son pays voisin, Israël. On sait que c'est un conflit qui existe depuis plusieurs années. Il y a des populations, il y a des religions, il y a des terroristes impliqués là-dedans. Il faut comprendre que le geste que le Hamas a posé est condamnable. C'est une barbarie. C'est fait par des terroristes. Alors on ne peut pas, comme communauté internationale, féliciter ces gens-là par le geste qu'ils ont posé. Israël se doit de faire respecter son territoire, même s'il y a un conflit depuis plusieurs années qui fait en sorte de délimiter le territoire de la bande de Gaza versus Israël. On comprend que c'est une poudrière dans ce coin-là. Maintenant, d'avoir agi de cette façon-là, je suis surpris de voir le Hamas avoir réagi de cette façon-là et c'est certain que la communauté internationale et Israël se doivent d'intervenir. Maintenant. Le Moulin Marcoux de Pont-Rouge a une nouvelle directrice depuis le mois d'octobre. Il s'agit de Mme Émilie Vanasse. Pour en apprendre davantage sur elle, on écoute un extrait de l'entrevue que j'avais réalisée. Bien sûr, moi, je suis une petite fille de Quaticook à la base, donc une région qui ressemble pour moi quand même à Pont-Rouge au niveau du profil socio-économique, des activités socio-économiques aussi, l'agriculture et tout ça. Mais sinon, plus professionnellement, je suis récréologue de formation, donc un cours en loisirs, culture et tourisme, ce qui m'a amené depuis toujours, en fait, à œuvrer dans le milieu de la culture, surtout au niveau de la relève artistique. Donc, j'ai travaillé longtemps dans les cégeps, où j'avais des projets relève, où j'accompagnais des jeunes dans cégep en spectacle, tout ça. J'ai travaillé longtemps aussi dans des salles de spectacle. Fait que c'est ça qui m'a amené à avoir envie d'être directrice générale d'une salle de spectacle, même que ça fait partie de ma bucket list professionnelle depuis assez longtemps. Donc, c'est une grande fierté pour moi de joindre l'équipe de la corporation et du Moulin Marcoux. Pour novembre, un dossier a bien attiré notre attention. Il s'agit des écoles de Pont-Rouge, alors que la ville réclame une école secondaire et aussi l'agrandissement de l'école Personnage. Bon, Pont-Rouge avait fait une conférence de presse pour réitérer justement là, ce désir. Cependant, Aubert Tremblay, juste un peu avant, avait préparé un reportage bien détaillé. On en écoute une partie. Quand on lui parle des écoles de Pont-Rouge, le maire Mario Dupont ne tarit pas. Il en a gros sur le cœur. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'il y en a qui ont peut-être dormi sa switch. Ils n'ont pas pensé que le développement se faisait. D'abord, l'école primaire. Elle déborde littéralement. Pont-Rouge, c'est la plus grosse école primaire de la province de Québec. On a 1000 élèves. On a commencé même à envoyer des jeunes à Donnacana pour la partie langage. Donc, on a perdu des services au niveau de l'école primaire, au détriment, parce qu'on est rendu à pleine capacité. Ils ont été chercher tout ce qu'ils pouvaient aller chercher au niveau des locaux, à même l'école primaire. Un projet d'agrandissement avait failli voir le jour en 2020 pour 9 millions de dollars. Mais les offres des entrepreneurs n'ont pas été acceptées par le gouvernement du Québec. Trop cher. Les soumissions qu'on a reçues étaient vraiment beaucoup plus élevées que celles qu'on retrouve ailleurs au Québec. Puis c'est pas du tout politique, hein. Faut pas croire que le ministre, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a une petite différence de prix, le ministre a un petit pouvoir discrétionnaire, mais là, ce sont les fonctionnaires qui analysent ça et qui disent non, ça n'a pas d'allure. Je ne comprends pas quand on parle de chiffres.
on va aller agrandir l'école de Donnacona. Excusez, on parle des mêmes entrepreneurs. Fait que si ça coûte plus cher à Pont-Rouge, ça va coûter sûrement plus cher à Donnacona. Les arguments qui sont donnés sont un peu bizarres. Le député Vincent Caron, lui, en appelle à la patience. Mais le projet n'est pas du tout en péril, l'argent est sécurisé, il y aura un agrandissement. C'est plus que dans les cartons, là, on est prêt à opérer. Simplement, il faut que là où les soumissions qui vont arriver prochainement, lorsqu'on va relancer le prochain appel d'offres, eh bien, ce sont des soumissions qui soient raisonnables. Voilà donc pour l'école primaire. Mais il y a aussi un projet d'école secondaire, et là, le problème est plus profond. Ça fait des années que Pont-Rouge réclame une école secondaire. Il y a eu une pétition en 2021, une marche en 2022. Notre but n'était pas de déshabiller Donnacona, n'était pas de déshabiller Saint-Raymond, n'était pas pour déshabiller non plus Saint-Marc-des-Carrières. En fait, on voulait offrir une école qui était différente, autrement dit, offrir du sport-études. On n'en a pas, mais on a beaucoup de jeunes du comté qui sortent du comté pour s'en aller à Québec. Fait que le but était de regarder pour avoir quelque chose de différent, mais offrir aussi une différence au niveau des gens. Puis ça semblait passer au niveau du centre de service scolaire. À l'époque, on estimait ça à 120, 130 millions. Avec la surchauffe, on peut imaginer que ce serait plus que 150 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Vous aurez remarqué que pendant la revue de l'année, nous ne vont pas parler du dossier du SOS Accueil de Saint-Raymond. Bon, en fait, il faut dire qu'en 2023, l'organisme qui aide les citoyens au niveau de l'alimentaire, le vestimentaire et bien plus encore, a lancé une campagne de financement pour avoir un nouveau bâtiment. Celui-ci est d'ailleurs bien en préparation à l'heure actuelle, là, au mois de décembre. L'ancien était désuet et, entraînait bien des complications pour le travail des bénévoles. Portneuf, c'est serré les coudes et en fait, plusieurs organismes ont aidé justement cet organisme de 50 ans d'activité. Voici des images de l'annonce du montant amassé lors de cette campagne de financement, alors que l'objectif était fixé à 200 000 $. Mutuelle Assurance, 25 000 $. MRC de Portneuf, 75 000 $. Thierry Dion, 35 000 $. Club Lyon de Saint-Raymond, 25 000 $. Merci pour votre présence, les membres du Club Lyon. On vous reconnaîtra toujours. Caisse populaire Desjardins, Saint-Raymond, 25 000 $. Monsieur Jacqueline-Voyer, le montant n'est pas là, mais c'est 25 000 $. La table de sécurité alimentaire, 25 000 $. Les Sœurs de la Charité de Québec, 22 000 $. Christian Giguère, 35 000 $. Construction Côté et Fils, dont la valeur de l'implication est immense. Allez dire le montant ensemble? On dit le montant ensemble? Pour le montant total de 300 000 $. C'est donc ce qui va compléter la revue de l'année 2023. Je vous remercie d'avoir été des nôtres cette année. Info CJSR sera de retour le 11 janvier 2024. Je vous souhaite un bon temps des fêtes et une bonne année 2024. Merci à Tony, Philippe et Suzy pour la technique de cette émission spéciale. Et en terminant, une nouvelle qui date du mois de décembre. En fait, là, il y a quelques jours, au moment de l'enregistrement de cette revue de l'année, il y a eu des inondations assez importantes après une pluie, justement. Et cette inondation a touché Saint-Raymond, surtout le secteur au nord de la rivière Sainte-Anne. C'est avec des images de la rivière après les inondations qu'on se laisse. Je vous souhaite de passer, justement, là, un bon temps des fêtes.
Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus.